Salut, aujourd'hui je vous propose une vidéo assez particulière pour moi puisque j'aimerais vous montrer les caméras de ma vie. J'ai pas vraiment de souvenirs avant d'avoir eu une caméra entre les mains. J'ai toujours filmé des choses. Je pense que ça m'a aidé à comprendre le monde d'une certaine manière, me mettre un petit peu en retrait, en observateur, quelque chose qui est très ancré dans ma personnalité. Et il se trouve que j'ai devant moi toutes les caméras que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Et quand j'y ai repensé récemment, je me suis dit que elle racontait quelque chose d'une certaine manière sur l'évolution de ma vision du cinéma. Alors la première, c'est, on va dire, la caméra familiale, quoi, que j'ai utilisée au début des années 2000. Moi, je suis né au milieu des années 90, mais j'ai commencé à pouvoir utiliser une caméra à partir des années 2000, quoi. Je faisais des films avec mes copains, je faisais des tournages, en fait j'invitais toujours à mes anniversaires toute la classe et on faisait des espèces de fiction. Alors bon, je sais pas vraiment où est-ce que je voulais en venir avec ça parce que vu que c'était sur cassette, je vais vous montrer. Vu que c'était là-dessus, je pouvais pas faire de montage en fait, donc c'était du tourné-monté un peu primaire, assez désastreux. Allez, va! À dire comment la caméra, s'il vous plaît. Comment s'intitule le film? Oui. 007. Espion. Espion. Voilà. D'accord. Je vais vous présenter vos gadgets. En premier, les jumelles. Regardez dedans. Vous regardez et vous entendez tout. Incroyable. À quoi ça sert? Attendez, je vais vous expliquer. Elle est pas mal. Pour l'époque, je pense que c'était quand même un bel outil parce que on peut faire une mise au point manuelle. Il y a une vision de nuit qui est super, infrarouge. Bon, c'est pas très utile pour un usage conventionnel, mais l'effet est top pour faire un petit peu un côté horrifique. L'exposition peut être manuelle. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui pouvaient être manuelles. On pouvait même brancher un micro dessus. Et un peu plus tard, j'en ai eu marre de ne pas pouvoir faire de montage. Et je voulais faire du montage, donc je voulais une caméra numérique. Et c'est pour ça qu'en 2007 à peu près, d'après mes calculs, j'ai acheté ma première caméra à moi, numérique. Une petite JVC Everio HDD, alors c'est pas qu'elle tourne en HD, hein. En gros il y a une mémoire à l'intérieur, qui est plutôt importante, puisqu'on peut filmer 7 heures en qualité maximale, et 37 heures en qualité minimale. Donc là je suis allé un petit peu plus loin, et c'est là que j'ai commencé à faire des fictions, des films, toujours avec mes copains, mais qui cette fois-ci étaient montés avec de la musique, avec des effets spéciaux. Ça, on va dire que c'est la caméra que j'utilisais en primaire. Ça, c'est la caméra que j'utilisais au collège, en fait. Et je m'en suis beaucoup servi. J'ai filmé des voyages aussi, les trucs de vacances. Enfin bon, je me suis beaucoup exercé. L'image est assez horrible. C'est vraiment une toute petite qualité, je crois que c'est 720p. Et avec cette caméra, en fait, j'étais assez limité et je le savais, pour plusieurs raisons. Je pouvais pas brancher de micro dessus, de micro externe, et le son est vraiment horrible. Je pouvais pas non plus brancher de casque, donc je pouvais pas contrôler ce que j'enregistrais. On est un petit peu obligé de l'utiliser en mode automatique, même si il y a un mode manuel, mais en gros, pour contrôler la mise au point, c'est avec le petit bouton qui est là. On le met un petit peu à gauche, un petit peu à droite, c'est pas du tout précis, c'est vraiment l'enfer. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un outil qui me permette d'aller plus loin. Et là, on entre dans une nouvelle période, qui est la période lycée, globalement. Donc ce Canon HF G30, je crois que je l'ai eu en 2012.
Et alors ça correspondait à tout ce que j'avais pas avec les Vario. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, il y a une prise casque, il y a une prise micro, il y a une prise télécommande, je peux le brancher en HDMI, j'ai un œilleton, même l'œilleton je crois est de meilleure qualité que la fenêtre de cette caméra. J'enregistre en HD. Et alors là on a une bague de mise au point, ici, et on a une bague d'exposition en dessous. C'était la volonté déjà de pouvoir avoir un système son externe raccordé, et la volonté d'avoir la main sur les réglages de la caméra, pouvoir tout passer en mode manuel. Et donc, d'une certaine manière, développer les outils et le langage du cinéma dans mes courts-métrages. Parce que c'est un langage de pouvoir mettre certaines zones floues et certaines autres nettes, ou alors au contraire tout net. C'est avec ces éléments-là qu'on construit le discours. Et donc je crois que là j'ai commencé vraiment à pouvoir travailler. Et alors un truc aussi vraiment incroyable sur cette caméra, c'est le stabilisateur optique. C'est-à-dire que c'est pas un programme informatique qui recale l'image, c'est vraiment l'intérieur qui optiquement bouge pour compenser les tremblements ou les secousses. Et on peut marcher avec ce caméscope et c'est fluide. Alors vraiment pour du documentaire, encore aujourd'hui, alors que j'ai la caméra qui va suivre, je reprends parfois celle-ci pour du making-of ou pour des choses où elle est assez étonnante quoi. Et je la trouve pas du tout dépassée. On a un son stéréo, là on peut mettre un micro ou une lampe, là aussi d'ailleurs. Et en 2016, je suis passé au Sony Alpha 7S II. Donc c'est un gros investissement. À chaque fois ces caméras-là, c'était toutes mes économies qui passaient dedans. Et alors c'est assez marrant parce que finalement là, ce qui m'intéressait dans le cinéma avec cette caméra, c'était jouer au tournage. Faire un tournage avec les copains, même s'il n'y avait pas de film derrière, parce qu'on pouvait même pas monter. Là, c'était faire un montage, mais la caméra, l'image, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça raconte, la technique et tout ça, ça passait vraiment à la trappe, c'était juste avoir une image, peu importe ce que les outils du cinéma pouvaient raconter. Là, j'ai voulu apprivoiser les outils du cinéma, la profondeur de champ, l'exposition, avoir un rendu plus professionnel, mais pas seulement, c'est vraiment pouvoir disposer des outils du langage cinématographique. Et là, la caméra que j'utilise aujourd'hui, et qui est pour moi une caméra qui ne sera pas dépassée de sitôt, je trouve. Bon, c'est pas ce que disent les fétichistes de la technique, hein, mais moi je trouve que ça c'est un piège, faut faire très attention. Cette caméra-là, c'est la caméra ultime pour moi, elle est incroyable. Parce que, en fait, j'ai longtemps été partisan des caméscopes. Moi, je voulais pas tourner avec des boîtiers, parce qu'il n'y a pas de stabilisation, parce que c'est pas vraiment fait pour filmer, c'est fait pour faire des photos. Mais l'Alpha 7S II, c'est particulier. Ça ressemble à un boîtier réflexe, mais c'est vraiment une caméra, c'est pensé pour l'image, c'est pensé pour filmer. Et avec cette caméra-là, je passe encore à un stade supérieur, parce que j'ai compris les outils, les réglages. Et là, j'affirme ma vision du cinéma et ce que je veux faire, techniquement. Parce que c'est une caméra qui, par exemple, peut filmer la nuit sans aucun problème. On peut monter les ISO d'une manière complètement indécente et filmer une séquence, par exemple, rien qu'avec la lumière de la lune. Et donc, moi, je cherchais ça. Parce que, évidemment, filmer la nuit, avec mon style, c'est important. Mon style de gros gothique, là. Ensuite, techniquement, il comporte à peu près toutes les évolutions qu'il y avait sur les autres caméras, sauf qu'il n'y a pas vraiment de stabilisateur performant, même si c'est pas trop mal, mais en vrai, j'ai pas pu me passer d'acheter un stabilisateur motorisé. Et surtout quelque chose de très important, c'est la dynamic range, la dynamique, je sais pas comment on dit, des couleurs et de la lumière qui en gros permet de
quasiment jamais être battu dans les basses lumières et dans les hautes lumières. L'image est toute flat, ce qu'on appelle flat, c'est-à-dire elle est grisâtre, mais elle comprend énormément d'informations et ensuite à l'étalonnage, ça nous permet de faire des merveilles. Et ça correspond à ce que je veux faire en fait, c'est-à-dire que c'est très compact, très discret. Ça me permet de faire du documentaire, mais aussi de la fiction, de l'avoir dans la main, de faire des plans dans la rue, de faire des plans, voilà. Et à la fois, le rendu est vraiment comparable à celui d'une caméra de cinéma. En plus, on est sur du plein format, c'est-à-dire que le capteur est vraiment très grand, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et ça fait que on peut avoir une profondeur de champ vraiment petite, on peut avoir de très jolis flous sur du 50 mm par exemple. Et alors ce qui est fou aussi par rapport à mes caméscopes, c'est que les optiques, on peut les changer. Et alors ça pour moi c'est vraiment ce qui a motivé l'achat de quelque chose qui ressemble plus à un boîtier, c'est de pouvoir changer les optiques. Et ce sera l'objet d'une autre vidéo sur les optiques et sur comment je trouve des optiques vraiment pas chères du tout en brocante. Parce qu'en fait ça c'est des objectifs, des optiques d'appareils photo argentiques, plein format. Donc c'est génial, on en trouve partout, on en trouve pour presque rien, on peut expérimenter et surtout leur qualité de fabrication, souvent c'est des optiques qui sont anciennes, qui sont vintage, leur qualité de fabrication elle est vraiment bien supérieure à ce qu'on peut trouver en entrée de gamme dans ce qui sort aujourd'hui. Cette caméra elle tourne en 4K, donc bon il y a vraiment une évolution de taille d'image on va dire, là sur la cassette, ensuite en 720, HD, 4K, ça suit un peu les années. On peut aussi faire du slow motion, c'est pas non plus une caméra slow motion attention, mais je crois qu'on peut tourner en 100 images secondes. Donc ça permet de faire des jolis ralentis, vu que moi j'exporte en 25 images secondes, ralenti x4. Voilà, mais cette caméra, elle coûte cher, attention, j'y ai laissé un bras. Mais je vois pas trop comment, avec ma conception du cinéma, elle peut être dépassée. Je sais quels sont les défauts, alors quand on fait un panoramique filé par exemple, ça a tendance à twister un peu l'image. En post-production, on peut le redresser et c'est pas bien grave. Les défauts, c'est que aussi, pour changer certains paramètres, c'est pas comme sur une caméra pro où tous les boutons sont accessibles depuis l'extérieur de la machine. Là, il faut aller fouiller dans des menus qui sont complètement ésotériques. Mais bon, j'ai appris à m'en servir et puis voilà. Alors oui, je pense que cette caméra ne peut pas remplacer une caméra professionnelle dans un contexte de tournage avec toute une équipe et quasiment 4 personnes qui doivent manipuler la caméra en même temps. Plus envoyer des retours, des machins, voilà, c'est un appareil qui est léger. Là pour l'instant j'envisage pas de changer, je me dis pas ah oui mais il y a telle caméra qui va sortir, ou alors le jour où il y a ça qui est possible, alors là j'achèterai une nouvelle caméra. Franchement, c'est rare hein, dans notre société de consommation boulimique, mais cette caméra je l'ai achetée en 2016-2017 et aujourd'hui en 2021, mais j'en suis toujours amoureux presque. Elles sont jolies. Je les avais jamais regroupées tout au même endroit comme ça, à part pour cette vidéo, et ça me fait vraiment bizarre parce que chacune est liée à des souvenirs, à des projets, à des ambitions, à des rêves. Et c'est très étrange de voir l'évolution de l'outil en même temps que l'évolution de ma propre vision. C'est vraiment... moi je me sens comme une caméra parfois. La caméra, c'est ce qui permet d'enregistrer le regard et de laisser une trace. Et avec ces caméras, j'ai filmé des gens qui sont plus là aujourd'hui. J'ai filmé des lieux qui n'existent plus. J'ai filmé des événements rares, des événements très communs, la plupart du temps aussi. Et c'est comme une extension de mon œil, de mon cerveau, de ma mémoire.
c'est incroyable, quoi. J'avais oublié à quel point elle était petite, c'est-à-dire qu'à l'époque où j'utilisais, mes mains étaient plus petites aussi. Donc dans mes souvenirs, elle avait la taille de celle-là. En fait non. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur mes caméras. Si vous voulez aller plus loin, il y a une vidéo sur YouTube, publiée sur le compte de Télérama, je crois, qui s'appelle Les mains et la caméra, il me semble, où Alain Cavalier, qui est un réalisateur que j'aime bien, décrit sa relation à l'objet caméra. Et alors c'est un homme d'un certain âge, Alain Cavalier, et c'est très intéressant comme il décrit le caméscope et une caméra qui tient dans la main, qui est légère par rapport à toute la lourdeur des caméras professionnelles, surtout des caméras en 35 mm. Et il parle aussi du budget, de l'argent et de la liberté économique, qui est un concept très intéressant, duquel je parlerai peut-être dans une autre vidéo. Je mettrai le lien dans la description pour ceux que ça peut intéresser. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, si vous voulez.